monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition. Je vous invite bien sûr à contribuer activement à notre succès qui est aussi le vôtre. Alors pensez simplement à cliquer sur le pouce en l'air. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis écrivez juste en bas dans les commentaires. C'est uniquement quelques secondes pour beaucoup de succès, alors je compte sur vous. Au programme ce soir, Emmanuel Macron à Washington. Alors que le conflit ouvert en Ukraine fête son 3e anniversaire, le président français devrait se faire recadrer par le président américain. Nous poursuivons ensuite avec un retour sur les élections fédérales allemandes. Malgré un score inédit pour l'AfD, les équilibres de pouvoir ne seront pas renversés. Retour en France ensuite pour une affaire révoltante, un vaste réseau pédocriminel qui vient d'être démasqué par la police. À sa tête, il pourrait s'agir d'un ancien candidat de la France insoumise et militant LGBT. Et puis pour terminer, nous reviendrons sur le salon de l'agriculture où le président est venu encadré par une foule de policiers pour échapper à la colère. 3 ans, jour pour jour, après l'entrée des troupes russes en Ukraine, Donald Trump poursuit ses initiatives en faveur de négociations de paix avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, lui, en figure de proue des bellicistes européens, est actuellement à Washington. Emmanuel Macron à Washington, après une semaine de délire du noyau européiste de Bruxelles pour retarder les négociations de paix en Ukraine, le président français s'est félicité de partir aux États-Unis pour rencontrer le président Trump avec une feuille de route sacrément sagace. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Un langage familier pour mimer une fausse proximité avec le président américain qui vise sans doute à cacher la réalité, celle d'un président français sommé de venir à la maison mère pour qu'il intègre les nouvelles règles du jeu. Car contrairement à ce qu'Emmanuel Macron voulait faire croire aux Français, c'est en position basse qu'il s'est rendu aux États-Unis. Une situation dont Donald Trump va tirer profit lors de leurs échanges confidentiels. Ainsi, tout porte à croire que le président américain se permettra des commentaires sur la valse gouvernementale française, la popularité abyssale ou les prouesses diplomatiques du Quai d'Orsay avec l'Algérie. Autant de dossiers qui font briller la situation affligeante dans laquelle se trouve le locataire de l'Élysée. Une remise à sa place qui rappellera la séquence terrible des pellicules en 2018. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. Little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Une bonne humiliation avec le sourire. Un exercice bien maîtrisé par Donald Trump qui allie souvent ses grandes qualités de négociateur à un côté un peu rustique. Autant d'éléments dont s'est joué le président américain pour déstabiliser et arriver à ses fins. La visite d'Emmanuel Macron pour ce lundi consistait à participer à une visioconférence avec les membres du G7 avant de s'entretenir en tête-à-tête avec Donald Trump pour ensuite déjeuner avec lui. À noter toutefois qu'il semble que le président américain n'ait pas accueilli personnellement son homologue français à la Maison-Blanche. Peut-être un retour du traitement réservé à J.D. Vance, le vice-président américain, à Paris il y a quelques jours. Pendant ce temps, Kiev subit, en plus d'attaques régulières russes contre des infrastructures énergétiques, un défilé de personnalités en mal de popularité pour une sorte de sommet. On y a vu Ursula von der Leyen ou Justin Trudeau, pour ne citer qu'eux. Aux côtés de ces dirigeants, qui voient tous d'un mauvais œil l'avancée de la paix, Volodymyr Zelensky. Дорогі друзі, цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир. Не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Parvenir à la paix par la force. Un nouvel élément de langage pas très probant. Dans les faits, 3 ans après l'entrée des troupes russes en Ukraine, Volodymyr Zelensky est sans doute celui qui a les intérêts les plus proches de Vladimir Poutine. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, les deux auraient tout intérêt à ce que la paix prenne du temps. Côté russe, le temps permet aux soldats de gagner toujours plus de territoire. Côté Zelensky, tout porte à croire que son pouvoir ne résistera pas à la paix. Pas étonnant donc qu'il multiplie les saillies et les conditions irréalistes pour l'éviter. Un comportement par ailleurs partagé par bien d'autres, à l'image du très atlantiste ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad. Celui-ci a en effet exhorté à, je cite, assurer un rapport de force avec la Russie.
Des propos qui ne veulent pas dire grand-chose et prouvent surtout la déconnexion de l'appareil européen, à l'image du 16e train de sanctions économiques prononcé ce lundi contre Moscou, alors même que les 15 précédents ont essentiellement porté atteinte aux économies européennes. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, avait pourtant été très fier de les annoncer la semaine dernière. Nous n'obtiendrons la paix que par la pression. C'est cela que ça signifie. Et c'est pourquoi nous allons continuer à alourdir, si l'on peut dire, le coût de la guerre pour Vladimir Poutine. La paix par la force. Et dès lundi prochain, nous prendrons un nouveau train de sanctions, le 16e depuis le début de la guerre, pour forcer Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Une fuite en avant de la non-diplomatie qui ne devrait même pas ralentir la progression des négociations entre Washington et Moscou. Certains Européens redoutent d'ailleurs un puissant symbole, celui d'une présence de Donald Trump à la cérémonie de la grande fête patriotique russe du 9 mai prochain. Une date qui constituerait un puissant symbole pour Moscou afin d'annoncer l'arrivée à un compromis pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les Allemands ont voté. Malgré une percée historique des nationalistes de l'AfD, les partis traditionnels s'en tirent bien et un gouvernement entre chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates se profile. Décryptage de Nicolas de Lamberterie. Victoire sans éclat pour les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU hier en Allemagne, qui sortent comme prévu en tête du scrutin avec 28,5% des voix et 208 sièges sur 630 au Bundestag. Pour rappel, le mode de scrutin en Allemagne est mixte. La moitié des députés sont élus au scrutin de liste proportionnel avec une barre à 5%, et l'autre moitié est élue au scrutin de circonscription à un seul tour, comme au Royaume-Uni. Ainsi, tout en favorisant légèrement le vainqueur de l'élection, le mode de scrutin permet une représentation relativement équilibrée des forces politiques du pays. Les Allemands connaissent ainsi l'identité probable de leur futur chancelier en la personne de Friedrich Merz. Âgé de 69 ans, ce dernier représente l'aile verbalement conservatrice de la CDU et a longtemps patienté dans l'ombre d'Angela Merkel, dont il avait critiqué la politique migratoire lors de la déferlante de 2015. À partir de 2016, Merz a travaillé quelques années dans le privé, dans la branche allemande de BlackRock, la célèbre et souvent décriée entreprise qui est le plus important gestionnaire d'actifs au monde. Après le retrait d'Angela Merkel en 2021, Merz s'était pleinement relancé dans l'arène politique, mais avait échoué à succéder à Merkel. Toutefois, l'échec d'Armin Laschet à la tête de la CDU lors des législatives de 2021 a permis à Friedrich Merz d'enfin accéder aux commandes du parti chrétien-démocrate allemand et d'être sa tête de liste pour 2025. Confronté à la montée des nationalistes de l'AfD, dans un contexte de décrochage économique sévère de l'Allemagne depuis 2022, Friedrich Merz est parvenu à contenir les nationalistes, notamment en prenant le pari gagnant de durcir son discours sur les questions migratoires. Les nationalistes de l'AfD, qui ont maintenu jusqu'au bout leur idée de soumettre à référendum l'appartenance de l'Allemagne à l'Union européenne, effectuent quant à eux une percée considérable. Ils doublent leur score de 2021, terminent en deuxième position, franchissent le cap symbolique des 20% et obtiennent en tout 152 sièges. Surtout, ils font un carton en ex-Allemagne de l'Est, où ils remportent la quasi-totalité des circonscriptions individuelles. Désormais, l'AfD, après une année 2024 très difficile faite de persécutions, de coups bas et de scandales, est solidement positionnée comme la première force d'opposition au pouvoir en Allemagne. En troisième place, le SPD du chancelier sortant Olaf Scholz enregistre une déroute historique avec 16%, puisqu'il n'avait pas été absent du top 2 et enregistré un score aussi faible depuis 1887 sous Bismarck, soit près de 140 ans. La très probable participation du SPD au prochain gouvernement fédéral devrait aggraver son déclin, et il ne serait pas étonnant de les voir flirter sous la barre des 10% lors des prochaines élections législatives. Derrière, les Verts se maintiennent très solidement à 11% grâce à leur bastion urbain, tandis que la surprise vient du parti de gauche Die Linke, qui était tombé à 3% aux dernières européennes et a remonté la pente en remportant près de 9% des suffrages. Quant aux libéraux du FDP, ils s'écroulent à 4% et sortent du Parlement, alors qu'ils étaient encore au gouvernement il y a 4 mois. Au final, le seul véritable suspense de la soirée, qui aura duré jusque tardivement dans la nuit, a été de savoir si le mouvement de gauche populiste, critique de l'immigration de Sarah Wagenknecht, passerait ou pas la fatidique barre des 5%.
Et c'est vers 2h du matin que le couperet est tombé. Il aura manqué 13 000 voix à la liste Wagenknecht, qui obtient finalement le score cruel de 4,97% des suffrages. Sarah Wagenknecht a annoncé plusieurs recours contre le résultat des élections, dénonçant des irrégularités dans le vote des Allemands de l'étranger. L'absence du parti de Sarah Wagenknecht dans le prochain Bundestag était scrutée de très près et aura des conséquences considérables. En effet, cela permet à la CDU et au SPD d'avoir à eux deux une courte majorité absolue des sièges au Bundestag, ce qui leur permettra donc de gouverner ensemble sans avoir à s'associer aux Verts. Pour Friedrich Merz, qui va désormais prendre les rênes de l'Allemagne dans un contexte très particulier de déclassement économique durable du pays et de retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, l'absence des Verts au gouvernement devrait lui laisser quelques marges de manœuvre dans le choix de sa stratégie. Certains prédisent que Merz pourrait être tenté de s'opposer frontalement à Trump et à Moscou en renforçant son partenariat économique avec la Chine. Un pari toutefois risqué, puisqu'il ne résout pas la problématique des prix trop élevés de l'énergie qui sont en train de tuer l'industrie allemande. L'autre approche serait d'essayer d'amadouer Donald Trump pour éviter le risque réel de droits de douane sur l'exportation de voitures allemandes aux États-Unis. Sauf que pour agir ainsi, il faudra sans doute augmenter les fournitures énergétiques auprès des États-Unis, ce qui ne résoudra donc pas le problème du coût de l'énergie. Quant à un rapprochement avec Moscou, qu'a très modestement tenté d'esquisser Olaf Scholz lors des dernières semaines, il semble encore très loin. En clair, si le système politique traditionnel des vieux partis allemands a assuré sa survie pour 4 années supplémentaires ce dimanche, les défis qui l'attendent dans les semaines à venir n'en restent pas moins redoutables. Et cette fois-ci, le gouvernement fédéral sera cerné par ses oppositions nationalistes d'une part et de gauche woke radicale d'autre part. La France insoumise éclaboussée par une affaire pédocriminelle. Un ex-responsable du parti est mis en cause dans une sordide et vaste affaire de réseau de viol d'enfants. Explication, Olivier Frère-Jacques. Vent debout contre une affaire de pédocriminalité qui impliquerait la responsabilité du Premier ministre dans l'école dite de Bétarame. La France insoumise doit à son tour faire face à ces démons. Mais les siens sont contemporains avec l'affaire Cottineau. Pierre-Alain Cottineau, militant LFiste, investi par le parti de Jean-Luc Mélenchon aux élections départementales de 2021 et évincé de ce parti au mois d'octobre, serait au cœur d'un vaste réseau pédocriminel. Pour rappel, cet individu avait été mis en cause au début de l'automne dans une affaire de viol sur une petite fille handicapée de 4 ans sur son lit d'hôpital, profitant de son statut d'assistant familial et d'aide-soignant. Selon les enquêteurs, l'individu de 32 ans aurait infligé des sévices d'une violence exceptionnelle à la petite victime dont il avait la charge. Militant de la cause LGBT, organisateur de la Gay Pride d'Ancenis-Saint-Géréon en Loire-Atlantique, il aurait débuté son parcours criminel sur des enfants 15 ans plus tôt, à l'occasion de babysitting, alors qu'il était âgé de 17 ans. Il était par ailleurs très engagé sur les réseaux sociaux dans la lutte contre les violences familiales. Au-delà des faits déjà révélés, l'individu se trouverait, selon les éléments de l'enquête menée par l'Office mineur, à la tête d'un réseau pédocriminel. Ainsi, 5 suspects ont été interpellés durant le mois de février dans le cadre des investigations sur des viols et sévices commis sur de très jeunes enfants, dans le cadre donc d'un réseau. Les individus impliqués auraient imposé des sévices et des viols à de très jeunes enfants, dont des bébés. Les victimes auraient été ciblées dans l'environnement professionnel de l'ancien candidat insoumis Pierre-Alain Cottineau, sur fond de soupçons de soumission chimique. Un élément qui ne doit rien au hasard alors que LFI tente à décriminaliser la consommation de drogue et que l'un de ses députés, encore en activité, Andy Kerbrat, a été arrêté en octobre 2024 pour avoir acheté des produits stupéfiants. En l'occurrence, une drogue de synthèse en vogue dans les milieux homosexuels parisiens est souvent associée au chemsex, la pratique d'activités sexuelles sous l'empire de stupéfiants. Il convient de noter que l'achat de cette drogue s'était fait auprès d'un mineur. Il convient aussi de noter que le député LFiste a été élu dans la 2e circonscription de Loire-Atlantique, région dans laquelle sévissait Pierre-Alain Cottineau et où une information judiciaire a été ouverte. Le réseau Cottineau s'étendrait au-delà des frontières françaises et mènerait jusqu'en Belgique, selon les informations du Parisien. Parmi les infractions en bande organisée, on retrouve des viols sur mineurs, des actes de torture et de barbarie sur mineurs ou encore la traite d'êtres humains. 3 suspects avaient déjà été identifiés, mis en examen et incarcérés entre fin septembre 2024 et début février. Mardi, 2 nouveaux suspects ont été interpellés par les enquêteurs en France et en Belgique. L'un d'entre eux a déjà été condamné pour homicide et viol sur mineurs. Pierre-Alain Cottineau aurait livré des jeunes enfants qui lui étaient confiés ces dernières années à des complices venant ainsi de toute la France et même de l'étranger avec qui il échangeait
par l'intermédiaire de moyens de communication cryptés. Lors de ces viols de groupe au domicile du militant LGBT, les enfants étaient abusés, violés, filmés et mis en scène. Selon les enquêteurs, l'état de léthargie de certains d'entre eux laisse suggérer qu'ils auraient pu être drogués. Au moins 4 jeunes victimes ont été recensées, toutes âgées de moins de 5 ans. Outre la petite fille handicapée de 4 ans, des enfants plus jeunes encore et même des bébés auraient été abusés, l'un âgé de 6 mois. C'est l'étude d'images retrouvées sur le dark web, puisque ces crimes étaient filmés et diffusés, qui ont permis aux enquêteurs de dessiner les contours de ce réseau. Les suites de l'enquête pourraient révéler les noms des complices de Pierre-Alain Coutinho et nous en dire plus sur leur profil. Les réactions politiques à ce qui semble s'apparenter à un véritable scandale, qui a notamment eu cours en 2024, ont été très faibles. Aucun élu de premier plan ne s'est exprimé, pas plus du côté LFiste que dans le monde associatif LGBT, ni même à droite. Alors que sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se font entendre pour réclamer la peine de mort, il semblerait que l'immonde affaire Coutinho n'intéresse pas le petit monde politique français. La pression sur les réseaux sociaux, dans les médias alternatifs et celle des électeurs auprès de leurs élus pourrait changer la donne dans les jours à venir. Un village Potemkin au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron s'est rendu à l'événement paysan avec une armée de policiers. De quoi feindre une accalmie dans le secteur agricole. Le point de Renaud de Bourleuf. Un salon de l'agriculture en état de siège. Samedi, l'événement annuel du monde paysan a ouvert au parc des expositions dans le 15e arrondissement de la capitale. Comme chaque année, le président de la République était présent le premier jour. Emmanuel Macron abordait cette nouvelle inauguration avec inquiétude après plus d'une année de manifestation des agriculteurs. Le président s'est donc rendu sur place avec un dispositif policier renforcé par rapport à l'année précédente qui avait été houleuse. Mais c'est pour ça que je suis là. Je suis là les années difficiles, je suis là les années plus faciles. Parce que c'est comme ça qu'on mène un pays. Une année tellement facile qu'il est venu entouré de hordes de policiers. De plus, une charte a limité à 25 personnes les délégations politiques, contre 90 auparavant. Emmanuel Macron ne voulait pas reproduire les événements de l'année précédente. Rappelons que lors du Salon de l'agriculture 2024, le président avait été confronté à la colère du secteur. Tôt le matin, avant l'ouverture, des dizaines d'agriculteurs s'étaient rassemblés à l'entrée de la porte de Versailles, cherchant à lui bloquer l'accès. Des affrontements avaient suivi, entraînant des bousculades avec les vigiles et des échanges de coups de poing. Emmanuel Macron avait entendu bien fort les cris « Macron démission ». Pour 2025, le président a donc pu se déplacer tranquillement avec son escorte. Mais la situation n'était pas pour autant à l'apaisement. Samedi, des membres du syndicat Coordination Rurale ont été bloqués par les forces de police alors qu'ils devaient aller à un rendez-vous au centre de la mutualité sociale agricole. Donc nos deux collègues, ils sont dans ce commissariat en garde à vue. Il n'y a rien de spécial à leur reprocher, mais c'est ainsi, le fait de porter un bonnet jaune. Les deux agriculteurs ont été relâchés dimanche. Ce lundi, le Premier ministre François Bayrou s'est à son tour rendu au salon de l'agriculture. Il y a rencontré à huis clos les représentants syndicaux et a joué la carte de l'apaisement. Nous avons fait adopter les lois qu'ils attendaient. Des promesses avaient été faites il y a 1 an par le ministre de l'époque et qui ont été respectées et tenues. Au bout d'1 an, la loi d'orientation agricole a enfin été adoptée, très opportunément 2 jours avant le début du salon. Reste que le texte contient essentiellement des mesures symboliques, comme celle d'ériger l'agriculture au rang d'intérêt général majeur. Un point qui vise à orienter les décisions des juges administratifs lorsque des projets agricoles sont mis en balance avec des objectifs dits environnementaux. Le texte reste flou et nul doute que les juridictions pourront l'interpréter à leur guise. Mais surtout, la loi fait l'impasse sur un enjeu pourtant central, la question du foncier. Il est aujourd'hui difficile pour de nombreux futurs agriculteurs d'accéder aux terres. Or, le temps presse, 1/4 des agriculteurs en exercice doit partir à la retraite d'ici à 2030. Autre sujet ignoré par la loi, le revenu. Le texte ne comprend aucune disposition sur le prix ni sur les importations. Sur ce dernier point, le traité de libre-échange signé par l'Union européenne avec le Mercosur est toujours un sujet d'inquiétude. Emmanuel Macron n'y a pas échappé. Où en êtes-vous avec Ursula von der Leyen? Toujours au même endroit, parce que nous n'avons pas eu de plus de visibilité, et que je pense que ces accords, dans la mesure où il n'y a pas ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui en fait protègent de la concurrence déloyale, et ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde, qui permettent, quand un marché est déstabilisé, de le stopper, on ne l'a pas dans ce texte. Donc c'est un mauvais texte, tel qu'il a été signé, et donc on fera tout pour qu'il ne suive pas son chemin, pour protéger cette souveraineté alimentaire française et européenne. La France est loin d'être assurée de réunir une minorité de blocage et la concurrence déloyale induite par cet accord pourrait donc mettre en danger les éleveurs français, de quoi assurer une nouvelle année de contestation paysanne. Et l'on poursuit pour un tour d'horizon en France.
Fin de cavale pour Mohamed Lamouche de son surnom. Mohamed Amra a été arrêté samedi en Roumanie après 9 mois de cavale et son évasion spectaculaire au péage d'Incarville dans l'Eure où 2 agents pénitentiaires avaient été tués par balle. Le criminel se cachait à Bucarest où il entendait subir une opération de chirurgie esthétique avant de se réfugier en Colombie. Après son arrestation par la police roumaine, une dizaine d'individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Passé devant la cour d'appel de Bucarest dimanche, l'individu devrait être rapatrié en France dans les 30 jours à venir. Attaque mortelle à Mulhouse par un clandestin frappé d'OQTF. Samedi, en marge d'une manifestation de soutien au Congo se déroulant dans la ville alsacienne, un homme âgé de 69 ans a été tué à l'arme blanche. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait voulu s'interposer après qu'un individu a attaqué au couteau des policiers en criant « Allahu Akbar ». Le suspect est un Algérien âgé de 37 ans, arrivé illégalement sur le territoire français en 2014. Fin 2023, il a été condamné à 6 mois de prison pour apologie du terrorisme. Une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, a été prononcée, mais l'Algérie a refusé à 10 reprises de le reprendre. À l'issue de sa rétention, il a été assigné à résidence avec une obligation quotidienne de pointer au commissariat. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est exprimé le soir de l'attaque. Et un individu qui avait un profil psychologique particulier puisqu'il avait fait l'objet, dans le cadre de son arrestation, d'une expertise, avec donc un expert judiciaire qui avait détecté un profil schizophrène. Donc, profil psychologique, irrégulier, condamné. Est-ce que les Français peuvent comprendre que ces individus peuvent se déplacer librement sur le territoire ? Des questions qui se posent alors que la France présente un taux de 7% d'exécution des OQTF. Le suspect a été placé en garde à vue avec 2 personnes de sa famille ainsi que son hébergeur. Une enquête est ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. L'opération Édouard Philippe, relancée, premier ministre d'Emmanuel Macron à son arrivée au pouvoir en 2017, celui qui est aussi maire du Havre est une véritable coqueluche pour les médias. Malgré ses échecs à Matignon pendant la crise du Covid, l'homme souffrant d'alopécie n'a eu de cesse de figurer dans d'étonnants sondages où il est souvent présenté comme l'homme providentiel. À peine plus de 2 ans de la prochaine élection présidentielle, c'est donc cette fois LCI qui a remis une pièce dans la machine avec un entretien fleuve de Darius Rochebin, l'ancien présentateur de la télévision suisse exfiltré après une affaire de harcèlement. Le programme aura permis à Édouard Philippe de se dire prêt à en découdre face à Marine Le Pen en 2027, de quoi rejouer le scénario des 2 présidentielles précédentes, à moins que les Français ne marchent plus. C'est un fiasco qu'Anne Hidalgo aurait presque oublié. Les communes du Grand Paris vont devoir débourser 66 millions d'euros au groupe Bolloré en raison de l'échec des Autolib. Ces véhicules électriques en libre service dans de grandes agglomérations dont la capitale ont connu en effet une disparition prématurée faute de rentabilité. Lancé en 2011, le système s'est finalement éteint en 2018 quand le syndicat mixte avait résilié le contrat avec le groupe Bolloré qui détenait la concession, rapidement devenu déficitaire. Devant le refus du syndicat de dédommager le groupe pour ses pertes malgré les clauses du contrat qu'il prévoyait, le groupe Bolloré avait donc attaqué en justice. Débouté en première instance où il réclamait 235 millions d'euros, il devra finalement se contenter des 66 millions octroyés par le jugement de la Cour administrative d'appel de Paris vendredi, qui considère que les prévisions des recettes étaient excessivement optimistes. Une tendance qui rappelle celle des gouvernements sous l'ère Macron. Et à présent, c'est le moment de l'actualité internationale, en bref. L'USAID, 2e étape du siphonnage. Après le décret signé le 20 janvier par le président américain Donald Trump, le temps est désormais au limogeage. Dimanche, l'Agence américaine de développement a annoncé la suspension de 1600 employés de l'USAID travaillant aux États-Unis. Tous les autres employés à l'échelle mondiale seront placés en congé administratif, à l'exception des responsables pour des fonctions de mission essentielles. L'agence américaine gère un budget de 42,8 milliards de dollars qui, à lui seul, représente 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde, mais concerne également des financements de médias et d'associations essentiellement marqués à gauche.
Un cessez-le-feu proche-oriental toujours menacé. Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays était prêt à reprendre les combats intenses à tout moment dans la bande de Gaza. Le niveau d'alerte opérationnelle de l'armée israélienne a par ailleurs été relevé. Samedi, le Hamas avait relâché 6 otages israéliens lors d'un 7e échange avec des prisonniers palestiniens. Parmi eux se trouvait Hicham al-Sayed, 37 ans, un civil israélien, bédouin et musulman, captif à Gaza depuis près de 10 ans. L'échange a été marqué, comme les précédents, par des mises en scène baroques avec l'exhibition des otages sur un podium face à une foule. En conséquence, Tel Aviv a suspendu la libération prévue des 600 prisonniers palestiniens, réclamant que la libération des prochains otages soit assurée sans cérémonie humiliante. Après 100 jours en prison, Boualem Sansal commence la grève de la faim. Samedi, l'avocat de l'écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie depuis le 16 novembre a annoncé que son client avait cessé de s'alimenter depuis lundi 17 février. Selon son conseil, Boualem Sansal chercherait ainsi à dénoncer les pressions exercées sur lui. Rappelons qu'il aurait été arrêté après ses propos sur la marocanité du Sahara occidental, un sujet de clivage entre Rabat et Alger. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Jacques Nikonov pour évoquer la crise de l'Union européenne. Avec la chute de l'URSS, l'OTAN perdait de sa substance, de sa raison d'être. Elle aurait dû être dissoute. Or, c'est le contraire. On voit aujourd'hui que l'OTAN, d'ailleurs, se projette. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Atlantique Nord va jusqu'à la mer de Chine aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose là qui doit cesser. Donc, tout à fait logique que l'Union européenne ne participe pas à ces discussions, ni M. Zelensky. Également au programme le Zoom du jour, le témoignage d'Olivia Morel, née par Gestation pour autrui, GPA, qui réclame son abolition. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.